Bonjour à tous, il est député PS du Val d'Oise, membre de la Commission des finances de l'Assemblée et à ce titre, il a assisté hier à l'audition du ministre de l'économie, interrogé sur le traitement de l'affaire Cahuzac. Bonjour Dominique Lefebvre. Bonjour. Est-ce que vous avez été convaincu hier par les explications de Pierre Moscovici? J'étais convaincu par la cohérence de la démarche. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Nous avons hérité d'un pays sans aucune marge de manœuvre budgétaire. Et nous avons le choix entre laisser dériver les finances publiques, c'est mener la France dans la passe, nos entreprises dans la passe, l'économie dans la passe, ou conduire des politiques d'austérité qui elles-mêmes vont pénaliser nos entreprises, peser sur la consommation et emmener le pays dans l'impasse. Et je crois que entre la dérive des finances publiques et les politiques d'austérité, il y a une politique qui aura sa cohérence sur la durée, avec constance. Et la seule chose que je dis aujourd'hui, notamment à mes amis socialistes, dont certains ont ouvert le débat sur un changement de politique, vous savez, on a connu ça aussi au début des années 80. Et c'est de dire non, il faut de la constance, il y a des mesures qui doivent être mises en œuvre, la situation est grave, elle est structurellement détériorée. On ne règle pas une situation structurellement détériorée avec des mesures uniquement conjoncturelles. Il faut le temps qu'elles fassent effet, comme par exemple le crédit impôt, la compétitivité des entreprises, l'accord national interprofessionnel. Il nous faut du temps. Laissons-nous du temps. Ne créons pas le trouble en disant qu'on est capable de changer de politique. Ce n'est pas la question, et je crois que le président de la République et le Premier ministre ont répondu clairement à ce sujet. Alors vous êtes, on le sait, un ami très proche de Jérôme Cahuzac. Est-ce que vous lui avez parlé depuis son interview télévisée d'avant-hier? Non, d'abord, je voudrais dire que Jérôme Cahuzac a été un acteur essentiel des choix politiques du nouveau gouvernement et a été un grand ministre du budget. Après, pour le reste, non, parce que moi, je n'ai plus de contact avec Jérôme Cahuzac depuis jeudi dernier, à un moment où je suis persuadé qu'il ne démissionnera pas, et c'est d'ailleurs pour ces raisons que sur iTélé, puis dans le journal du dimanche, je fais pas une ultime démarche de pression. Je lui dis, tu dois répondre à tes amis, tu dois répondre aux questions que posent les Français, pas au monde politique. Moi, je suis heureux qu'il ait eu ce moment de vérité. D'aucuns disent, il ne fallait pas faire cela. Si ce que dit Jérôme Cahuzac avec constance c'est vrai, il faut voir que c'est un homme qui est arrivé au sommet, qui a le sentiment qu'il tombe pour une faute de ce qu'il appelle une vie antérieure, mais qui est toujours sa vie, je lui ai écrit. Donc, évidemment, c'est psychologiquement très difficile. Obtenir qu'il signe sa lettre de démission, passer probablement par là. Quant aux éléments de langage, je peux vous assurer, pour ma part, que les seuls éléments de langage, comme on dit, ou les seules vérités que j'ai trouvées, c'est celles que j'ai discutées avec lui, que je lui ai écrites. Vous avez remis il y a quelques semaines, quelques jours, un rapport sur l'épargne longue, un rapport qui a été rédigé avec Karine Berger. La feuille de route, si je résume, c'était de trouver les moyens de mieux orienter l'épargne des Français vers le financement des économies, de l'économie française. Quand on voit cette feuille de route, on se demande si c'était une bonne idée d'augmenter le plafond du livret A. Alors, la feuille de route, c'est l'épargne des ménages français est abondante. Elle finance insuffisamment l'économie, rechercher les voies et moyens, avec dans la lettre du Premier ministre une suggestion qui est d'engager une réforme systémique, de banaliser les produits, d'améliorer la fiscalité en incitant à une durée plus longue. Nous n'avons pas eu cette réponse-là. Nous avons dit au Premier ministre qu'il fallait d'abord conforter l'épargne des Français, qu'il n'était pas judicieux d'engager une réforme systémique, en fait appelée par les nouvelles normes prudentielles. Et, si vous voulez, on l'écrit dans le rapport, on l'écrit dans la lettre au Premier ministre, dériver 150 milliards d'euros de l'assurance vie vers les bilans bancaires, ne réglant rien le problème, global de financement de l'économie. Donc nous avons fait un choix autre. Je ne crois pas que le sujet de l'épargne réglementée soit un sujet. L'épargne réglementée pèse 2 fois moins qu'il y a 15 ans ou 20 ans dans l'épargne financière. C'est un circuit de financement. On peut discuter de l'efficacité de l'utilisation des fonds d'épargne. Moi, je dis aujourd'hui, il y a le logement, mais nous disons, il y a les infrastructures, il y a aider la BPI. Donc ça, c'est cela. Après, si vous voulez, il vous reste 1500 milliards d'assurance vie. Et il y a aussi la possibilité de dire qu'il faudrait faire de chaque Français un actionnaire direct dans les entreprises et si possible dans les PME les plus risquées. Ça ne marchera pas. Nous n'avons pas cette culture-là aujourd'hui. On peut essayer d'inciter à la détermination. Donc nous disons aujourd'hui, travaillons sur ce qui représente 40% de l'épargne financière, trouvons les moyens de conforter et sécuriser les épargnants, aider les compagnies d'assurance qui cherchent du rendement et orienter mieux
vers les entreprises. Et je crois que nos propositions, c'est cette cohérence-là. D'où l'idée d'un nouveau produit d'assurance vie, qui serait un produit hybride, plus risqué, offrant un meilleur rendement, mais les assureurs eux-mêmes disent qu'aujourd'hui, les épargnants en fait recherchent plus de sécurité et pas forcément du rendement. Oui, mais c'est bien pour ça qu'il faut aussi accompagner les... Aujourd'hui, si les épargnants restent sur des contrats en euros, les rendements se cassent la figure, avec des obligations d'État à 1,5 ou 1,7%, ils avaient l'habitude d'avoir 5, 4, maintenant 3. Donc les assureurs vont avoir eux-mêmes des problèmes techniques pour assurer un rendement. Et l'euro croissance est garanti, sauf qu'il est garanti à la fin du contrat. C'est-à-dire que, de vous à moi, vous me posiez la question sur le livret A. Aujourd'hui, un contrat en euros, c'est aussi liquide que le livret A. À tout moment, le retrait est possible, avec ou sans avantage fiscal. Donc l'euro croissance, c'est une garantie pour l'épargnant de retrouver son capital au terme du contrat. S'il doit, avant, récupérer l'argent, il risque une perte si on est sur un cycle différent. Et au fond, la différence, c'est quoi ? Dans les contrats en euros, il y a moins de 10% d'actions. Dans les contrats en euro croissance, il y aura 30% d'actions. Voilà. Un mot sur les montants en jeu. L'objectif, c'est de flécher 100 milliards d'euros sur 4 ans vers les entreprises. Un organisme comme Paris Europlace évoque, lui, 80 milliards d'euros de besoins de financement par an. On n'est pas loin du compte avec ce que vous proposez. Écoutez, le besoin de financement pour les PME ETI est probablement sur 4 ans de 25 milliards. 25 à 30 milliards. ETI, simplement. Voilà. Et après, les grandes entreprises n'ont pas de problème d'accès au financement. On a rencontré le MEDEF et la PEV. La seule chose dont ils nous ont dit, mais on peut avoir un problème de nationalité de notre actionnariat. Et c'est pour ça que l'eurocroissance, ou réserver l'avantage fiscal des plus hauts contrats au-delà de 600 000 euros à ceux qui sont en eurocroissance ou en unité de compte, on doit permettre aux assureurs vie de réinvestir davantage dans les grandes entreprises françaises, et ça réglera un problème de nationalité de capital, parce que les grandes entreprises françaises, à partir du moment où la dette française se place à moins de 2%, accèdent au marché obligataire dans de très bonnes conditions à des coûts relativement bas. Et on verra ce qui restera de vos propositions dans le projet de loi de finances 2014. Voilà. Ce sera très bientôt, et je pense que très bientôt, parce qu'il n'y a pas eu de trouble. La FFSA et Bernard Spitz nous avaient dit, oh là là, il y a des risques de retrait, pour l'instant on n'a rien vu. Je pense qu'on va clarifier très vite. Bernard Cazeneuve et Pierre Moscovici m'ont demandé de participer à ces discussions qu'il va y avoir maintenant entre les professionnels, les ministres et l'administration du Trésor. J'y participerai bien volontiers, mais je pense que c'est une orientation qui a sa cohérence. Elle est surtout pragmatique dans une période difficile. Je crois que ce n'était pas le moment de faire des réformes systémiques. Par contre, si vous voulez réorienter 100 milliards sur 4 ans, sur 3 700 milliards d'épargne financière, c'est quand même pas la mer à boire, et ça correspond aujourd'hui aux besoins des financements des entreprises françaises. Merci beaucoup, Dominique Lefebvre. À bientôt. Je vous en prie.